Hey, Jesse, merci pour d'être venu à notre invitation. En pleine tempête de neige. En pleine tempête de neige, exact. Et affronter l'hiver de sa campagne. Exact. Donc, Jesse, j'ai eu la chance de te connaître cet été. Là, on s'est rencontrés et tout. Puis je trouvais ça intéressant que tu t'es invité à notre podcast parce que dans le fond, tu es un agent de joueur, tu fais partie de Cortex, l'organisation, l'agence Cortex, qui est une agence quand même avec une bonne renommée, qui a beaucoup de bons joueurs, des joueurs NHL, beaucoup de bons prospects aussi. Puis vous avez un setup aussi quand même intéressant, pas loin d'ici, je crois, vraiment pas loin. Oui, juste à côté, à peu près à 3-4 minutes. Ah ouais. OK, nice. Etc. C'est ça. OK. Les autres sont dans ces endroits-là, leurs locaux, leurs bureaux et tout. Ouais. Donc, c'est vraiment un beau setup là, que vous avez. Donc, en gros, je voulais que plus tard, tu nous expliques c'est quoi ça consiste à être un agent, qu'est-ce que ça fait comme pour des joueurs plus jeunes et tout. Mais avant ça, je veux que tu nous dises de où tu viens. Je pense que tu as joué au hockey, tu as joué au junior majeur. Puis, qu'est-ce qui fait que tu es dans ce domaine-là un peu? Raconte-nous un peu ton histoire. Écoute, on n'aura pas assez d'une heure, je pense. Mais ça, c'est la normale, ça. Je suis originaire du Bas-Saint-Laurent à la base. Okay. Puis après ça, tout jeune, je suis déménagé avec ma mère dans l'est de la ville de Montréal, coin de Pointe-aux-Trembles. Pendant une dizaine d'années, c'est là que j'ai fait tout mon hockey mineur. C'est vraiment là aussi que je suis tombé en amour avec le sport. Puis je me suis vite rendu compte que, moi, c'était ça. Toutes mes décisions dans ma vie. Quel âge que tu as? 29. C'est ça, t'as l'air jeune, là, mais je ne sais pas à quel niveau, qui est 29 ans. 29 ans. Puis c'est ça, c'est là que jeune, je me suis rendu compte que ça allait devenir ma source de motivation. Je jouais au hockey, oui, mais il y avait instantanément un but en tête, de me rendre au plus haut niveau possible, qui était à la Ligue nationale. Fait que ça l'a drivé énormément de mes décisions. Mais j'étais là pendant une dizaine d'années hockey mineur. Écoute, j'étais rarement le meilleur. Ça n'a pas changé durant le temps, plus que ma carrière avancée. Mais j'ai appris jeune que en travaillant très fort, des fois, tu peux tomber sur le bon bord d'un entraîneur. Puis, à l'âge de 11-12 ans de mémoire, je suis reparti avec ma mère au Bas-Saint-Laurent, où toute ma famille vient, puis où j'étais originaire à la base. Puis là, j'ai joué mes années Bantam, après ça, Midget. Ma première année, j'avais joué au Midget Espoir à Montjoly, j'étais parti de la maison encore. Midget 3 avec les Albatros. Puis ensuite de ça, je me suis dirigé vers Val-d'Or. Moi, je n'avais pas passé par le repêchage, mais en fait, les 2 années où il y avait eu un repêchage junior, je n'avais pas été sélectionné. Fait que j'avais juste été invité par les Foreurs de Val-d'Or cet été-là, après ma saison de 16 ans. Ouais. Puis encore là, dans ma tête, moi, c'était clair comme de l'eau de roche. J'allais faire l'équipe. À cette époque-là, est-ce que l'entraînement était quand même c'était popularisé? Je veux dire, 100%. Les joueurs s'entraînaient? Oui. Moi, parce que je demande ça parce qu'à mon époque, quand j'ai joué junior majeur, on était comme une poignée quasiment qui s'entraînait vraiment fort l'été ou vraiment bien, je te dirais. Là, on n'était pas beaucoup, c'est pour ça que je pose la question. Fait que, oui, tu t'entraînais. 100%. Puis, moi, t'as pas fait juste du bench press pendant l'été, là. Écoute, c'est drôle que tu en parles. Au final, étant donné que j'étais moins talentueux que les autres, j'ai vu l'entraînement comme étant peut-être une façon d'aller chercher une différence dans ma game, puis aussi juste dans mon énergie, etc. Puis ma première été où j'ai vraiment mis des bouchées doubles, moi, c'était mon oncle à l'époque qui m'entraînait parce que j'avais pas un réseau de contact, je connaissais personne, j'étais dans mon coin, puis lui, c'était vraiment un crinqué d'entraînement. Il me faisait écouter les Rockies, le mindset, la psychologie, tout ça. Puis ma première été d'entraînement avec lui, écoute, je pense que j'ai pris environ, puis c'est un moment où tu grandis beaucoup, tu grossis en tant que... T'avais quel âge à ce moment-là? Avant de tourner Bantam 2e année, fait que je devais avoir 14 ans. Puis ça a été un été d'entraînement à la Rocky, justement. Fait que bench, curl, écoute, j'étais de loin dans les plus en forme, mais surtout les plus en shape. Mais c'est là que je me suis vite rendu compte, par contre, que il y a différentes façons de s'entraîner parce qu'à ce camp-là, Bantam 2A à l'époque, il n'y avait pas de 3, nous autres en région. Première pratique, je l'ai pas fini. J'étais trop soufflé, j'étais trop musclé, mais tu sais, tout ce qui était cardio, avoir pris de la masse musculaire, ça venait pas avec le bagage nécessairement de mon oncle qui m'avait entraîné à l'époque. Ton oncle avait des connaissances de plus bodybuilder exact, ou whatever. Exact, Monsieur Olympia, il y avait les magazines à la maison, tout ça. Fait que je me suis vite rendu compte qu'écoute, cette façon-là de m'entraîner, oui, pouvait me permettre d'être puissant, d'être fort, mais il fallait que je mixe à d'autres choses. Fait que la première pratique, je ne l'ai pas terminée. Je me rappelle, j'avais les sourcils, on dirait qu'ils voulaient me tomber ses yeux. Tu sais, tellement t'es brûlé puis tu sens que la patate à pompe. C'était l'enfer. Finalement, j'ai quand même fait l'équipe parce que, j'étais en shape. 2, je pense que les coachs ont reconnu qu'il n'y a personne qui allait travailler plus fort que moi. Puis c'est dans l'été suivant, avant de partir à mon premier camp Midget 3, que là, je m'étais entouré à l'époque. Nous, on avait des gens qui s'occupaient de nous. C'est Jean-François Plaude. Il faisait comme un genre de programme hockey où il amenait tous les gars à Rimouski.
puis une semaine à Rivière-du-Loup, mais j'ai pu m'entraîner à ce moment-là avec Gabriel Bourque, Gabriel Dumont. Nous autres, c'est des gros noms dans notre région. Gab, il avait joué un peu Dumont pour le Canadien. Bourque, à l'époque, jouait pour Nashville. Fait que là, j'avais vu, OK, c'est quoi, tu sais, des mésocycles. Puis commencer à parler de segmenter. Puis du core. Core, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que ça m'avait rejoint beaucoup parce que là, tu sais, non seulement c'était pas... Je pouvais travailler extrêmement fort, mais c'était cibler aussi mes lacunes en tant qu'athlète. Puis je te dirais que c'est là aussi... C'est plus un entraînement typique pour un joueur de hockey. Exact. Puis c'est là que de mon côté, tu sais, ça l'a... Jessie 2.0 d'une certaine façon, parce que là, je pouvais m'entraîner de la bonne façon en mettant mon énergie puis je dirais ma façon de voir les choses, mon mindset dans mon sport. C'était quoi tes enjeux à ce moment-là? Tu parles de tes forces, tes faiblesses. Mettons d'un point de vue juste physique. Là. Je te dirais tout ce qui était pliométrie, tout ce qui était jeu de pied, tout ce qui était core. J'étais puissant, j'étais fort. J'arrivais dans une bagarre 1 contre 1, c'était quasiment de crochet-kick, tout ce qui était haut de corps, ou finir les mises en échec. J'aurais pu arriver à 200 000 à l'heure, je pense, dans la bande, puis je le sentais pas. J'étais tellement enrobé de muscles, mes forces étaient là, mais après ça, tout le reste qui était plus habileté motrice. Vraiment d'athlète de haut niveau, ça était, je dirais, manquante pratiquement. Fait que cet été-là, en ayant fait ça, ben là, j'étais arrivé à mon camp midget 3, version 2.0. Même je me rappelle, les joueurs, les coachs, étaient comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que là, j'étais capable de, rapidement, avec mes pieds, changer de direction, amener ma game à un autre niveau. Fait en sorte que j'ai pas fait l'équipe cette année-là, midget 3. J'avais été le dernier retranché parce qu'il y avait un effet boule de neige. Cédric Paquette, qui a joué dans la Ligue nationale un peu à Tampa Bay. Là. Ben, lui, il était revenu comme 17 ans aux Albatros. On commençait l'école le lendemain. Là. J'avais fait l'équipe, entre guillemets. Finalement, il s'est fait retrancher du junior de Montréal à l'époque parce qu'il y avait un gars qui s'était fait retrancher du pro. Fait que là, Christian Caron m'avait appelé, il m'avait fait descendre à l'aréna, tout ça, puis il m'avait annoncé que finalement, non, ça ne fonctionnera pas. J'avais été midget espoir. Puis cette année-là, on a gagné la Coupe Dodge, ce qui était un exploit dans cette ligue-là. Là. Ben, ça l'est toujours, mais c'est comme la Coupe Stanley un petit peu de la ligue. Puis ma deuxième année, midget 3, j'ai appliqué les mêmes concepts. Je suis revenu extrêmement en shape, mentalement aussi très préparé. Je jouais ma saison. Encore là, de loin, je faisais pas partie du All-Star Team. J'avais une saison correcte. Je pense un 4 buts, 4 passes, 8 points en 42 matchs. Rien à tout casser. Mais dans ma tête, ça m'a jamais mis en doute sur quoi mes objectifs étaient. Je me disais, je vais trouver une façon. Puis dans cet été-là, qui était la deuxième année du repêchage, j'avais rencontré 2-3 équipes. Je pense quasiment par... pas par pitié, mais le coach disant des bons mots, il travaille fort, veux-tu le rencontrer? Puis moi, j'avais dit à ces 3 équipes-là, écoute, si tu me donnes une chance, je vais faire l'équipe. Probablement qu'ils ont déjà entendu ça par le passé, mais moi, je le croyais. Puis j'allais le faire. Puis finalement, le repêchage, j'étais à Québec. J'étais descendu avec ma mère, puis un de mes oncles. Puis les séances, les rondes passent, je me rappelle. J'ai vécu exactement la même chose que toi, Jesse. un bon 15 rondes à pas être repêché. Ouais. Puis en 11e ronde, je pense, ou en 12e ronde, un de mes bons chums, Joannick Mirand, avec qui je jouais à l'époque. Puis j'avais rencontré les Foreurs aussi. Ça dit, les Foreurs de Val-d'Or sont fiers de sélectionner les Albatros du Collège Notre-Dame. Je pensais que c'était ça, Là, je voyais ça dans ma tête défiler parce que ça avait été une bonne entrevue quand même. Joannick Mirand. Je me rappelle le feeling d'être parti de toi, t'es content pour ton chum, mais en même temps, tu veux que ça se passe aussi, tu veux le vivre ce moment-là. Fait que pas repêché. Je me rappelle comme c'était hier, sort du Colisée Vidéotron, Colisée Pepsi à l'époque, retourne vers la voiture. Je me disais, bon, moi encore, il y a 3 heures passées, je me disais que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Puis là, ça commence à être de plus en plus difficile ou peu probable. Téléphone sonne, puis c'était les Foreurs, Marc-André Dumont, puis Jean Carrière à l'époque, là, qui me dit, écoute, Jesse, t'es-tu encore là? Je dis oui. Il dit, viens nous voir. Fait que je rentre à l'intérieur, je vais à table. Puis Jacques Marc-André me dit, écoute, on va t'inviter à notre camp d'entraînement. Puis là, il montre le formulaire que tu remplis en tant que joueur invité. Puis je dis à Marc-André et à Jacques, si je signe ça, je fais l'équipe. Puis les deux, je pense qu'ils l'ont déjà entendu ça de d'autres. Fait qu'ils n'ont peut-être pas pris ça nécessairement au même niveau de sérieux que moi dans la façon que je le disais. Puis on dit, écoute, signe ça, puis présente-toi au camp. Fait que j'avais laissé ça de même. J'ai signé mon invitation, puis à partir de ce moment-là, dans ma tête, il n'y avait rien d'autre que j'allais faire les Foreurs de Val-d'Or cette année-là, même si encore là, les odds étaient extrêmement contre moi malgré tout, si tu prenais mon curriculum hockey. Puis je suis retourné à la maison, même recette, travailler en fou. Puis c'est surtout aussi dans cet été-là que j'ai découvert d'autres choses qui étaient le mental, qui était tout le temps une de mes forces, mais pas aussi en profondeur que ça l'est devenu cet été-là. Je suis tombé dans les concepts de visualisation, puis loi de l'attraction, puis de commencer à manifester, puis
si tu peux le voir dans ta tête, tu peux réellement peut-être le toucher avec tes mains. Fait que cet été-là, pratiquement de ce que moi je me rappelle, ce qui me semblait être mon été, chaque heure que j'étais réveillé, on dirait j'ai l'impression que je me voyais à Val-d'Or. Je faisais mon spinning avec mes séquences que mon coach m'avait données, puis je fermais les yeux, c'était difficile, je poussais à fond, puis pendant que je faisais ça, je me voyais dans le bureau à Val-d'Or. J'avais jamais été à Val-d'Or de ma vie. Je me voyais dans le bureau à Val-d'Or devant Marc-André Dumont qui me félicitait, puis qui me serrait la main, puis qui me disait bienvenue dans l'équipe. J'allais me coucher, je pensais à ça. J'allais à la toilette, je pensais à ça. Fait que je me suis présenté au camp à Val-d'Or. Puis d'habitude, pendant les camps, je n'étais pas quelqu'un qui performait beaucoup. J'étais anxieux, j'étais quand même stressé. Même si j'étais préparé, j'avais de la misère à gérer tout ça. Puis fouille-moi, ce camp-là, tout ce que je touchais quasiment tournait en or. Sûrement que ta visualisation, ta préparation mentale a eu un méga impact sur ça, c'est sûr. Parce qu'on dirait que vu que tu l'as tellement visualisé, tu l'as tellement vu le faire que ça devient comme si ça se fait automatiquement, on dirait. 100%. Parce que moi, c'est drôle, tu racontes ton histoire, puis ça ressemble quasiment à mon histoire là, de beaucoup. Là. À la limite, mon année que je suis allé justement à Shawinigan, qui m'ont invité parce que j'avais pas fait, j'avais pas été repêché, ben, je m'étais dit, il va falloir que je me batte, probablement, même si je suis pas un batailleur, il va falloir que je montre que je suis prêt à tout pour faire l'équipe. Puis là, je me visualisais, puis même qu'après chaque entraînement dans le gym, je prenais une corde à danser que j'attachais après le punching bag, je l'attrapais, puis là, je frappais dans le punching bag, je faisais des rondes d'1 minute, je break, je m'étais dit, je vais être prête si ça arrive. Comme de fait, le premier combat, one punch, le gars tombe, tu sais. Ça l'aide à... Fait que là, tu es comme, on dirait que c'est de regagner en confiance, versus, en plus de, mettons, les performances sur la glace, mais je l'avais tellement visualisé qu'on dirait que tout ce que j'avais mis en place, il est arrivé. Fait qu'un petit peu comme que tu racontais, j'étais comme, wow. Puis c'est vraiment à ce moment-là, avec du recul, que j'ai... C'est une chose l'entendre quand tu es jeune, que ça existe, puis que tu vois des grands athlètes partager un peu cet état d'esprit-là, mais de le vivre, c'est autre chose. Parce que dans cette semaine-là, on dirait tout ce que je touchais encore là, tournait en or. Je fermais les yeux, je lançais, je marquais. J'allais finir des mises en échec. C'était pas juste une mise en échec, le gars, on dirait qu'il explosait. Tout se passait super bien, puis c'était pas juste ce qui se passait, c'était comment je me sentais. On dirait qu'il n'y avait aucun moment dans cette semaine-là, parce que, moi, vu que j'étais un gars cégep, il y avait une semaine pour prendre la décision, il n'y a pas aucun moment où je me sentais pas en contrôle. Puis, mon énergie était la même jour 1 que jour 8. Puis, à un moment donné, j'avais entendu, je pense que c'était Michael Kingsbury, un skieur, parler de la zone. Tu atteins une zone dans ta tête qu'à un moment donné, il ne se rappelle même pas de la descente. Il y a 30 secondes, mais il ne se rappelle même pas, mais tout se fait. J'ai fait... ça me parle parce que dans cette semaine-là, c'est une semaine. Beaucoup de journées, beaucoup de moments, beaucoup de questionnements. Il n'y a pas... Je me rappelle pratiquement pas. Comme si c'était juste ce qui devait se passer, c'est passé. À chaque moment, c'était comme... Chaque moment, c'est le moment présent. Tu ne penses même pas à ce qui se passe, ce qui s'est passé. Puis le dimanche... C'est ça, la zone. Le dimanche, à la fin du camp d'entraînement, Marc-André me rencontre dans le bureau, puis... Là, je me rappelle comme si... Tu nous as pas donné le choix. Je me rappelle comme si c'était hier, je m'assis, le regard encore, j'étais craqué, j'étais en mission, puis il n'y avait rien de complété tant que je ne l'entendais pas, puis il me dit « Comment tu trouves qu'a été ton camp? » Je dis « Bien. » OK, mais encore, moi, j'étais dans ma tête, j'étais comme « On n'est pas là pour jaser, dis-moi qu'est-ce qui se passe. » Puis il m'a dit « Écoute, on est d'accord, tu as eu un bon camp, puis tu vas commencer l'année avec nous chez Forêt de Val-d'Or. » Puis ça a pris comme un 3-4 secondes encore là, quand il m'a dit ça, je n'ai pas eu trop d'émotion, puis il m'a dit « T'es-tu content? » Puis là, c'est là que... la pression est redescendue à 8000%. Puis, oui, super content. Puis quand j'ai serré la main, on dirait que ça a comme fait pause. Puis tout le bureau, comment il était fait, les couleurs, où ce qui était placé, où ce que les assistants coachs étaient, encore là. C'est comme si je l'avais vu 150 millions de fois. Ouais, nice. C'était juste une suite normale des choses pour moi, on dirait, à ce moment-là. Puis j'ai joué pour les Foreurs cette année-là. Écoute, ça a été rempli de haut puis de bas. À Noël, ils m'ont redescendu Junior 3 à Saint-Jérôme. J'étais remonté en play-off. C'est là que j'ai appris aussi le côté peut-être business aussi des choses. En étant un joueur invité, ça fitait dans mon style de toujours devoir travailler pour avoir quelque chose en retour. Mais là, ça devenait de plus en plus difficile. On avait des bons joueurs. Finalement, je retournais avec l'équipe en play-off. L'année s'est terminée. J'ai refait l'équipe l'année suivante. Puis, autour du mois de novembre, décembre, on avait une super bonne équipe. Puis, c'est l'année aussi qu'ils ont gagné, la coupe avec Anthony Manta, puis ces gars-là. Autour de novembre, décembre, j'ai fait une chose que je n'avais jamais fait encore toute ma vie. J'ai abandonné. Et j'ai dit, garde, c'est assez pour moi. Je me remettais en question. Je commençais à avoir peut-être d'autres champs d'intérêt un petit peu, mais je pense qu'avec du recul, c'était des excuses que je me trouvais parce que la situation était difficile.
Puis j'avais été voir mon directeur gérant à l'époque, Alexandre Rouleau, je l'avais rencontré. Puis il avait dit, veux-tu qu'on t'échange ça? Puis j'avais dit, tu sais, non, moi, je voulais être un foreur, puis si ça marche pas ici, tu sais, c'est correct, mais tu sais, encore avec du recul, quand tu as 17, 18 ans, tu penses d'une certaine façon, puis tu sais, aujourd'hui, est-ce que je ferais les mêmes choses? Peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, je suis content d'être tout ce que j'en suis aujourd'hui, mais ça a été un... À cet âge-là, on a un peu plus d'ego souvent aussi, hein? Ouais, vraiment. Il faut qu'on réalise que l'ego est un peu de ton ennemi. Fait que j'ai quitté les foreurs au mois de novembre-décembre, puis là, je te dirais, ça a été des moments beaucoup plus difficiles. Très difficiles, parce que toute ma vie, j'avais un objectif en tête, puis je me définissais en étant un joueur de hockey. Il n'y avait rien d'autre. J'allais au Subway. Dans ma tête, j'étais pas Jesse Morin, j'étais un joueur de hockey. C'est pas juste qu'est-ce que je faisais, c'est qui j'étais. Fait que j'avais commencé à travailler sur la construction pour mon monsieur de pension à l'époque. Il avait été super gentil de m'ouvrir ces portes-là. Puis ça m'a permis de essayer certaines choses, mais c'est là que quelques semaines après, je me rappelle, les Foreurs partaient sur le road trip. Ils faisaient Chicoutimi, Bécomo, puis il y avait une autre équipe. Je pense Shawinigan, Chicoutimi, Bécomo, une affaire de même. Puis moi, j'étais dans le fond de la shop, en train de rouler des lignes de cop. Puis j'avais eu un petit meltdown. Ça remet les choses en perspective. Ouais. J'avais un petit meltdown en me disant, j'ai-tu vraiment fait ça? Tu te poses des questions encore là, à cet âge-là, tu veux te dire que tu as pris les bonnes décisions. Puis fast forward encore quelques semaines plus tard, mais toujours me rappeler... il y avait un job à Malartic parce que je demeurais à Val-d'Or quand même si j'avais lâché. J'habitais chez mon monsieur de pension qui m'avait ouvert ces portes-là. Puis j'étais dans le pick-up de compagnie pour me rendre à la job. Puis vu que j'étais le plus jeune, j'avais le plus vieux pick-up, une vieille tub. On en rit, mais 4h26 dans le pick-up. Avant de partir pour Malartic, je le start. Il y a de la difficulté à partir à Mané vient qu'à décoller. Puis je pars à pleurer dans le pick-up. Je me dis, il me semble c'est pas pour ça que j'ai les deux pieds sur la terre. Il me semble que j'ai quelque chose d'autre que je suis censé accomplir que ça. Fait que je m'étais trouvé un appartement. Écoute, j'étais parti quasiment pour faire un bout de ma vie à Val-d'Or. Puis ça a été... il y a eu quelques péripéties comme ça qui me dit, non, ma petite voix me dit, il y a plus que ça. Parce que j'avais lâché l'école aussi à ce moment-là. J'étais un super étudiant au cégep. J'avais des scores incroyables sans mettre vraiment beaucoup d'efforts. Fait que j'ai été voir mon monsieur de pension. À l'époque, on est resté en contact, puis maintenant, il fait partie de ma vie, puis il est super important. Là. Il m'a accompagné dans tout ça, mais j'étais le voir, puis il était à l'écoute, puis j'ai dit, écoute, non, ça le fait pas. T'sais, lui avait réussi à m'avoir mes cartes de la construction, m'ouvrir les portes de sa compagnie. Il m'impliquait beaucoup, puis j'ai dit, non, c'est pas pour ça que je me sens être sur la terre, quasiment, entre guillemets. Fait que j'étais retourné à Rivière-du-Loup, continué mon cégep. Après ça, j'ai retourné jouer un petit peu au hockey à Saint-Jérôme, à Junior 3. J'avais retrouvé le feu un peu pour ça. Puis à mon année 20 ans, ben là, il parlait peut-être de vouloir m'échanger. Puis là, moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était clair que la portion joueur de hockey Ligue nationale, ça allait pas être possible. Puis je voulais rentrer à l'Université Concordia en business. Puis les maths, j'étais bon à l'école, mais les maths, ça a tout le temps été un enjeu. Fait qu'au cégep, à 20 ans, je prenais mon calcul différentiel et l'algèbre binaire qui était nécessaire pour rentrer à Concordia. Puis là, quand ils ont parlé de vouloir m'échanger, j'ai dit, garde, non, je suis au cégep, je fais mes cours, ça va bien, je rentre à Concordia l'an prochain. C'est non, fait que c'est le même que j'ai mis un peu la... Quand tu rentrais à Concordia, c'était pour l'équipe de hockey aussi ou juste non, j'avais eu des discussions un petit peu à ce niveau-là. J'avais encore le goût d'eux, mais j'avais une compagnie étudiante aussi à ce moment-là, à l'époque, en même temps. Fait que j'apprenais les rudiments de l'entrepreneuriat, puis j'avais c'était des lavages de fenêtres. Fait que j'avais des lavages de fenêtres, c'est du aussi pour l'automne. Fait que ça allait devenir trop. Puis à ce moment-là, j'étais à Saint-Jérôme encore aussi en pension. Fait que là, j'allais voyager, puis Saint-Jérôme, Montréal. Puis il a dit non, je vais juste me focusser sur l'école. Puis rapidement à l'école, ben là, c'est là que je me suis dit, OK, c'est clairement que j'ai encore le feu pour ça. Il faut que je trouve une façon de me réimpliquer dans le monde du hockey. Puis c'est là que ça m'a amené après ça à bifurquer vers le monde des agents. Là, mais parcours... Ouais, ça, non, excuse, mais comment qu'on s'est rendu là, c'est ça, là, t'es rendu à l'université, t'as réalisé que tu voulais rester dans le monde du sport, le monde du hockey. Mais mettons, il y en a plein de monde, je pense, qui voient ça comme je veux être agent de joueur, il aimerait être agent de joueur, mais ça se fait comment rendu là? Comment tu deviens agent? Tu pars pas genre, je suis agent de joueur, puis ou si c'est le cas, c'est dur d'avoir des joueurs là, au début. Écoute, Yann, on reçoit beaucoup de courriels. C'est des gens qui sont passionnés, qui comment qu'on peut faire, est-ce que je peux avoir un stage, est-ce que ci, est-ce que ça. Puis la vérité, c'est on est toutes des bonnes personnes, mais rarement tu vas quand même te faire donner des opportunités. C'est d'aller les chercher, c'est même de les créer. Fait que moi, à l'époque, j'avais ça dans la tête, soit devenir agent ou soit travailler pour une équipe. Puis j'avais été chanceux. Christian Caron qui a joué un rôle important, je te dirais, dans ma carrière de hockey, qui était coach aux Albatros à l'époque, là, connaissait un dépisteur
très bien, qui a fait en sorte qu'il nous a setupé up une rencontre. Là. Okay. Puis c'était des pistolets, on s'était rencontrés, puis ils m'ont fait une job de recruteur pour les Islanders de Charlottetown. Fait que ça a pu me mettre un pied dans ce domaine-là. Puis après ça, fast forward 2 ans plus tard, c'était pas assez. J'adorais la game, j'adorais faire des rapports. Des rapports, non, c'est pas vrai. J'adorais pas faire les rapports, mais j'adorais aller voir les matchs puis me faire une tête sur les joueurs. Mais je sentais qu'on dirait qu'il y avait de quoi qui était encore manquant. Un côté humain, un côté relation. Puis à l'époque, j'avais un de mes bons amis qui, lui, avait parti une agence. D'où là ton point. Lui, il avait juste... On s'était tout fait dire que c'est impossible. C'est un monde tellement compétitif. Puis ça. Puis lui, écoute, il a eu la tête dure, qualité incroyable, mais il a eu la tête dure de le faire. Puis moi, pendant ces 2 ans-là, lui, alors qu'il avait commencé, je voyais que ça commençait à prendre du rythme. Puis les choses commençaient à bien aller. Fait que j'ai dit, écoute, puis en fait, il me l'avait offert. Il dit, tu sais, la porte va toujours être ouverte si tu veux qu'on vienne travailler avec moi. Puis c'est à ce moment-là que j'étais avec. Mais tu sais, encore là, on était à nos tout débuts. Même si lui, ça faisait 2 ans qu'il roulait sa bosse, entre guillemets, ça demeurait un start-up. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a une partie qui est quand même tough quand tu startes dans ce domaine-là, c'est qu'en réalité, les agents sont payés quand les joueurs deviennent pros. Ouais. Parce qu'avant ça, comme généralement, on va recruter à plus bas âge pour commencer à les diriger, les conseiller, les jeunes, pour que justement qu'ils se développent de la meilleure façon possible, j'imagine. Mais c'est seulement quand ils ont un contrat pro puis qu'il y a un pourcentage là-dessus là, que les agents sont rémunérés. Donc, j'imagine qu'au début, c'est quand même... c'était l'enfer. C'était l'enfer. Tough, on travaillait extrêmement fort. Puis à l'époque, ce qu'on avait à offrir, c'était notre temps, notre amour, notre énergie. Ce qui était beaucoup. Ouais. Mais peut-être pas assez des fois quand on voulait aller vers les top joueurs. Parce que, eux autres, bon, il y avait les machines derrière ça, puis les gens en place, l'expérience, etc. Fait que, mais oui, ça a été... écoute, on a grindé comme des fous, puis c'est encore là, des fois, les gens disent « Ah, je veux faire ça. » OK, mais tu sais, à quel point... moi, c'était... Je me rappelle, c'est des détails qui peuvent sembler ne pas être si gros que ça, mais j'avais un examen à Concordia, puis encore là, l'école demeurait importante pour moi, mais je voyais, OK, mardi, exemple, le 17 février, un examen, puis là, il y avait un showcase à Boston qu'on devait aller. Dans ma tête, il n'y avait pas de peut-être. Je dois être là. Je dois être présent à cet événement-là. Fait que j'écris à mon professeur, je peux-tu reprendre mon examen? Tout ça, elle me dit non. Ben, guess what? J'étais à Boston, showcase pareil. Puis j'ai repris mon cours après ça, j'ai trouvé d'autres solutions parce que c'était une priorité pour moi. Au même titre que quand je voulais être joueur, ben, je voulais me rendre à la Ligue nationale, j'allais faire tout ce que ça prend. Maintenant, on était parti sur un road trip, on était descendu dans le coin de Boston, aller voir des universités pour rencontrer les coachs. Parce qu'encore là, il y a tellement de gens dans ce milieu-là que tu veux être sûr d'être pris au sérieux. On s'était dit la meilleure façon d'être pris au sérieux, même si on est plus jeune, on va aller serrer la main en personne. On était parti en char, on était descendu à UMass, on avait fait le tour de Boston, on a été voir les coachs. Puis je me rappelle encore le feeling qu'on avait que quand on disait, tu sais, we're here. Puis le coach était comme, OK, vraiment. Puis là, il venait nous voir sur le parterre, le devant de l'aréna, puis il voyait les 2 jeunes arriver. Nous autres, on était en dessous, on voulait être sérieux, on voulait être sharp. Puis je pense que c'est à ce moment-là que les gens ont compris, OK, ces 2-là sont vraiment à prendre au sérieux, on allait faire qu'est-ce que ça prend. Puis, mais tu sais, ça écoute, on fait de la route et de la route et de la route, dormir dans des red roofs, puis tu sais, des hôtels, des motels à 60-70$ parce que tu essaies de sauver le plus de coûts, mais en même temps, tu veux bâtir ta business. Fait que, mais ça en a valu la peine. Ça en a valu la peine, mais... C'est une forme de grind, là, tu sais. On parle de grind souvent dans le sport, tu sais. Mais c'est une forme de grind de l'avoir fait d'une autre façon. C'est comme... C'est pour aller toucher ce que tu voulais faire. Probablement ce que tu as appris en jouant au hockey plus tôt, plus jeune, tu l'as réussi à le transmettre dans 100%. Dans ta vie professionnelle. 100%. Puis tu sais, à ton point, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le domaine, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment faire qu'est-ce que ça prend. Les sacrifices. C'est l'idée qui est intéressante, de devenir agent de joueur ou de gagner ta vie dans le monde du hockey, mais... Ça a l'air glamour, mais sont-tu prêt à faire les sacrifices? Mais c'est pareil comme dans le hockey, là. On a eu Steve Bégin qui est venu au podcast récemment. Tu sais, puis dans le fond, il y a plein de joueurs que s'ils avaient fait ce que Steve a fait, probablement qu'il aurait joué. T'sais, parce que Steve, on le sait, c'est un talent limité, puis il l'expliquait, sauf que dans sa tête, il allait défoncer des murs pour pouvoir y aller. Ben, il a réussi. Il a réussi. Fait que c'est pour ça que je pense que le hockey, moi je l'explique souvent, puis je l'explique pour notre auditoire aussi, c'est que c'est une école de vie, là, que tu deviennes joueur professionnel ou pas, si tu as appris à travailler dans une équipe, tu as appris à grinder pour atteindre tes objectifs, pour faire ce que tu veux faire, ben c'est sûr que tu es gagnant. Tu es gagnant parce que probablement que
bon, si tu ne joues pas professionnel, puis on sait, il y a un pourcentage vraiment petit, mais toutes les éducations que tu as eues dans le passé, quand tu étais plus jeune, mais tu vas pouvoir le transmettre dans ta vie professionnelle par la suite ou dans ta vie en général, même en famille et tout, ce que tu vas rééduquer à tes enfants. Donc, je pense que j'explique souvent, c'est une école de vie, le hockey. Puis, ben, je pense 100%. Que tu en tout cas, c'est un bon exemple, ce que tu as raconté, que ce que tu avais fait au hockey, tu l'as grindé pour ta vie professionnelle pour atteindre ce que tu voulais faire. Puis, c'est félicitations. C'est la seule façon. Moi, ça a été la seule façon que ça a toujours été. J'ai jamais été dans les plus talentueux. J'ai jamais été 6 pieds 4. J'ai jamais été 250 livres. J'avais beaucoup de coches casées, de coches pas casées, si tu veux, à mon curriculum. Mais t'avais un criche de bench press, par exemple. J'avais un esti bench press. Ouais, ça, le bench press, c'était une de mes forces. Mais encore là, ma mère, on était tout seul. Je venais pas d'une famille, 2 parents, beaucoup de moyens, etc. On trouvait tout le temps une façon de. Ouais. Mais c'est là que tu apprends avec très peu à faire beaucoup. Puis comme tu dis, par rapport à l'école de vie, ben, aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, c'est toujours avec le même mindset. Puis, il n'y a absolument rien d'impossible. Puis, je l'ai vécu en tant que joueur. Ma ligne nationale avec du recul a été de jouer junior majeur. Mais c'était pas censé être possible. Je me rappelle, j'avais des coéquipiers à l'époque qui aimaient faire la joke. Jesse, tu joues l'an prochain. Puis, je disais tout le temps, Val d'Or. Mais c'était la même chose de dire que j'allais être capitaine des Penguins de Pittsburgh. Pour eux, c'était impossible. C'était pas peu probable, c'était impossible. Mais c'est là que j'ai appris que non. En réalité, ça peut l'être. Puis ça ici, la tête, le mindset, je pense qu'on va tellement juste effleurer le potentiel qu'on a à ce niveau-là. Puis ceux-là qui sont capables de dive into un peu plus dans leur façon de voir les choses, puis d'attaquer un défi. Puis vraiment, encore là, j'en ai parlé tantôt, mais visualisation, loi de l'attraction, manifester certaines choses. Tu peux pas juste être assis et espérer que ça arrive. Faut que tu mettes des actions, mais bizarrement, quand tu le crois dur comme fer, tu mets les actions en conséquence, puis il n'y a aucun doute. Fouille-moi. Ça arrive, puis je l'ai vécu en tant qu'athlète. Je l'ai vécu en regardant des grands athlètes, les Conor McGregor, les Michael Jordan, les Kobe Bryant, il y avait tout ça en commun. Les Denzel Washington, les Will Smith, name it, peu importe les gens qui ont eu du succès à un haut niveau, avaient tout ce trait-là en commun. Puis maintenant, en tant qu'agent, c'est ça qui me passionne aussi, je le vis au travail de certains de mes joueurs. J'ai des joueurs qui partagent ce mindset-là. Puis non seulement ils le partagent, ils sont capables de rendre aussi ce qu'ils s'imaginent devenir réalité. On a un gardien avec qui on travaille, qui joue NCAA présentement. Puis, pour moi, c'est un super bel exemple. L'année commence, il est freshman, dans un dorm universitaire. Tu as des gars qui vont mettre des photos de femmes un peu sur ses murs, puis il y en a d'autres que ça va être d'autres niaiseries ou peu importe. Puis lui, sur le bord de sa commode, il avait mis 2 photos. Il avait une photo d'un National Championship, puis une photo du Beanpot, qui se trouve être le trophée que quand tu gagnes au tournoi 4 équipes à Boston. Puis c'est les 2 seules choses qu'il voyait à tous les matins, à tous les soirs en se couchant. Il partageait beaucoup cette mentalité-là que j'ai. Puis lui, c'était inné aussi, mais on cultivait ça ensemble, puis on s'en parlait. Puis écoute, le mi-février l'an passé, on joué le premier match, on gagné, on était en finale contre BU. BU avait une bien meilleure équipe. Ils ont gagné gardien du tournoi. Puis après, il m'a renvoyé une photo, des 2 photos sur le bord de sa commode avec le Beanpot. Pour moi, c'est réel. C'est réel, puis de pouvoir être assis sur le siège front row seat, comme on dit, puis de voir ça avec les joueurs, moi, c'est ça c'est une grande fierté. C'est satisfaisant, hein? Je pense que ça... C'est 100%. Comme souvent, tu fais ce travail-là pour manger. Là. Je dis souvent ça de même. C'est un travail, mais souvent, la paye n'est pas juste dans le monétaire, elle est dans des situations comme ça que c'est un peu comme nous. Quand un athlète il performe, on a commencé à travailler avec lui, puis finalement, on le voit se développer, puis il atteint ses objectifs, puis il atteint les rangs juniors, il atteint les rangs professionnels. Mais là, c'est un peu ça notre paye aussi, d'une certaine façon. Tu vois. 100%. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu es capable de faire un travail qui te passionne, c'est même plus un travail. Fait je recommande tout le temps de faire le plus possible. Je vais faire un choix qui va nous passionner et non juste financier, parce que sinon, je trouve qu'il te manque de quoi dans ta vie si tu le fais juste sur le point de vue financier. Donc, puis tu sais, si je peux renchérir sur ce que tu dis, on l'entend souvent, fais ce que tu aimes, fais ce qui te passionne, puis on dirait pour beaucoup de gens, ce qui nous passionne ou ce qu'on aime n'est pas sincèrement très payant.
Ouais. Pour X raisons. Puis, ça s'applique aussi au monde du hockey. Puis, tu vois, moi, dans ma tête, c'est ça qui me drivait. C'est ça qui allait me chercher. Mais j'ai été entre à peu près, mettons, de quasiment 19 ans, mettons, 20 ans, aller jusqu'à 24, 25, 26, que ça commençait réellement à devenir de quoi que je pouvais dire je fais temps plein. Puis, d'avoir un salaire qui me permet de vivre convenablement. C'était l'enfer, là. Fais ce que t'aimes, mais c'était pas attaché du tout à une rançon, mais faut que tu sois prêt à mettre ça, ces sacrifices-là, puis ce temps-là de côté, puis de dire, écoute, non, peut-être que je vais avoir des amis ou du monde qui vont faire eux autres la construction de 80, 90, 100 000, puis je pourrais aller le faire. L'option est là. Ouais. Mais il faut que tu sois prêt à dire, regarde, non, je vais trimer dur, puis ça va être beaucoup plus difficile, puis j'aurai pas les mêmes moyens, puis là, tu vas partir en voyage, et tout inclus, puis il faut juste, non, faut que tu sois prêt à le faire. Puis à un moment donné, on le dit, après la tempête, commence à faire beau, mais c'est vrai dans n'importe quelle chose, puis moi, ça s'est appliqué aussi à ma vie personnelle, avec le monde du hockey. Mais oui, faire ce qu'on aime, c'est important, mais c'est aussi que les gens comprennent qu'il faut que tu sois prêt à sacrifier. Puis sacrifier, c'est pas toi qui décides quand que ça commence à mieux aller. Des fois, ça peut être 1, 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans à voir, mais c'est pour ça, des fois, peut-être l'importance d'essayer de combiner les deux. Quelque chose qui te permet de bien en vivre, puis faire ce que tu aimes jusqu'à temps que ce que tu aimes, tu puisses en vivre. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... On l'entend trop souvent. Ouais. Faites ce que vous aimez, puis on dirait que les gens sont comme « Ouais, mais ça paye pas. » Ouais. Tu vas trouver une façon. Trouve une façon si vraiment c'est une priorité. Si vraiment tu mets toutes les tu mets bouchées doubles dedans, ça va finir par payer à un moment donné. Là. 100%. Ouais. Ça peut être très long. Faut que tu sois patient. Puis patience, c'est une autre chose qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui en 2024, 2025. Parce que dans le fond, tout est rapide. Hein? Tout est rapide. Là. En plus, avec l'engouement du AI, là, c'est encore plus vite. Tout est vite, tout est vite. Je pense des fois, il faut se reposer un peu, se reculer, puis voir c'est quoi nos vraies priorités dans la vie, au lieu de juste d'avoir de l'accessibilité rapide et facile. On le voit dans notre domaine. Hein. Nous, tu sais, mettons, nous autres, on est des puristes, Gab et moi, là, dans le domaine de la préparation physique. Là, on a fait des formations, puis on continue continuellement d'en faire parce qu'on veut toujours être au top niveau, mais des fois, c'est comme frustrant, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que je me dis, c'est pas grave. On voit des entraîneurs qui font du Instagram, des Instababes, Instagram, tout en chest, tout le kit. Puis finalement, ils ont 100 000 followers, puis finalement, ils vendent des programmes en ligne, puis il fait peut-être des millions finalement, mais tu sais, je me demande donné, je pense que faut rester comme honnête à qui on est. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Quel impact qu'on veut avoir chez les gens, sur les gens? Fait que c'est ça. Fait que c'est facile. C'est facile de vouloir dire, ah, wow, OK, on pourrait envier, mais non, finalement, non, parce que ça serait comme contre nos valeurs. Puis je crois qu'il faut garder nos valeurs bien alignées avec ce qu'on veut dans la vie. 100%. Puis notre but, c'est de développer des gens, de rendre le plus optimal possible, de les amener à un plus haut niveau, puis développer leur plein potentiel. Puis c'est un peu la façon qu'on le fait. On a des objectifs similaires avec l'agent du joueur. Là, celui qui est là avec intégrité, son objectif, c'est pas juste la paye, c'est puis c'est comme ça que tu bâtis ton entreprise aussi. Là, ce que j'entends, c'est un peu comme ça que tu travailles. Tu mets ton cœur sur la table, puis... ma question, c'est un peu ça, c'est comment tu travailles justement avec un jeune. Ouais. Je sais que les jeunes sont de plus en plus pris tôt. Autrefois, même à ton époque, les agents de joueurs, t'allais pas voir un gars jouer Bantam, là, je pense. Là. Ça commençait. Aujourd'hui, avec les tournois Pee-Wee de Québec, les showcases commencent encore plus jeunes. Comment, toi, là, quand tu pars avec une idée de dire, OK, je vais aller... J'imagine que tu as une portion dans l'année, tu dis, OK, là, on s'en va recruter la prochaine génération de joueurs de hockey. Ça commence à quel âge? Comment que ça se passe? Je te dirais, nous, comment on essaie de faire les choses, c'est d'habitude, autant que possible, d'y aller autour des années Bantam. Fait que, des fois, tu vas avoir un première année Bantam qui va jouer surclassé, puis tu vois clairement qu'il y a un talent, entre guillemets, exceptionnel pour son âge. Des fois, on va dire, regarde, on est assez confiant en tant que groupe que, pour nous, il fait du sens de, du moins, commencer une première approche, mais on n'essaie jamais d'aller plus bas. Puis oui, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte à cet âge-là. C'est des enfants. Là. Même s'il y a d'autres compagnies qui vont le faire, puis qui vont aller voir, puis qui vont commencer à avoir la discussion avec le parent, le jeune, le coach, etc. 100%. Puis j'aime ça. Puis la vérité, c'est qu'il y a un côté business à la chose que, un Pee-Wee, faut que tu trouves une façon aussi d'amener de la valeur. Le jeune, il a 12-13 ans. Son draft, s'il se rend là, Ligue nationale, il est à 17 ans. Fait que t'es quasiment à 12 ans, 17, puis c'est même 18, c'est quasiment un 6 ans
constamment, il faut essayer d'amener de la valeur. C'est pas juste de dire j'ai le joueur, puis tu t'assises dans le divan, puis après ça, les joueurs, ils ont du choix. Ouais. Si tu n'es pas en mesure d'offrir un service et d'être présent pour eux, ils peuvent aller voir ailleurs. En même temps, si je comprends bien, c'est un service, c'est la valeur que vous devez ajouter par soit des conseils, soit des conseils, à la limite, même ils avaient un investissement à faire financier aussi, parce que j'imagine qu'il y a un investissement qui se fait un peu sur le joueur, soit... beaucoup par temps et énergie. Le principal investissement est là. Puis après ça, dans certaines situations, il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mm-hmm. Mais c'est énormément de temps et énormément d'énergie. Puis des fois, les gens, il y a le joueur, mais à cet âge-là aussi, il y a un entourage. Il y a les parents aussi qui vivent ça pour la première fois, puis on les accompagne là-dedans. Mais souvent, des fois, ils ont encore besoin plus de temps et d'énergie de notre bord que le jeune en soi, parce que lui, il joue, puis il n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment. Les parents, eux autres, sont plus éduqués, ils ont une expérience de vie. Fait que c'est avec eux autres aussi qu'il faut travailler. Mais pour revenir à ton point, non. Puis oui, écoute, on va entendre des noms, on n'est pas plus fou d'autres. Des fois, on va garder les noms en tête, mais on va attendre quand même qu'ils se rendent au moins à jouer avec du contact pour voir réellement qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Exact. Non, mais puis oui, en même temps, là, je repense là, à mon époque, là, il était 1 an plus vieux que moi. Là, il s'appelait Sébastien Dupuis. Puis vous ne connaissez peut-être pas, probablement pas même, mais puis oui, c'était incroyable comment il était dominant. Il mesurait 5 et 8, puis oui, il était trop rapide pour tout le monde. Il a à peine joué Midget 3. Il jouait sur une 4e ligne Midget 3, puis il a arrêté le hockey pas longtemps après parce que lui, il était encore 5 et 8 Midget 3, puis il n'aimait pas tant le jeu physique. Fait que, mettons, il s'est tricoté tout le monde. Puis fait que là, dans le fond, si, mettons, là, on pense de cette façon-là, c'est qu'il y avait trop d'enjeux. Il n'avait pas encore joué contact. Il était 5 et 8, puis oui. Alors qu'un paquet de jeunes qui n'étaient pas développés encore. Il mesurait 5 et 2, puis oui, je mesurais 5 et 2. Fait que, sûr? Ouais, chanceux, deuxième année. fait que, dans le fond, il faut que tu attendes justement un petit peu plus loin. Pour moi, Bantam, ce que Jesse dit, ça fait 100% de sens. Là. Tu commences quand c'est le contact. Première année, ça veut dire que tu as 14 ans. Ouais. Puis 2 ans après, là, c'est midget, là, c'est là que c'est important. Fait que de préparer midget, dans le fond, c'est un peu là que vous avez... Écoute, c'est à peu près à cet âge-là qu'on veut commencer aussi la préparation physique plus conventionnelle, si on dirait. Là, moi, les parents qui disent à 10 ans, je le veux dans le gym, oui, ça peut se faire 2 fois par semaine, peut-être 1 fois par semaine pendant l'été. Faites autre chose, allez voir du pays, puis voyager. Faites d'autres sports. Oui, faites d'autres sports, exact. On adore ça, le multisport. Mais le vrai training là, pour C, là, c'est vraiment entre 13 et 14. Là. L'été, mettons, de 13 à 14 pour aller bantam. Ça fait du sens pour moi que tu dis ça, Jess. On peut dire qu'on fait de la préparation physique de performance, si on veut. Ouais. Avant ça, c'est des développements moteurs. Là. On veut qu'il se développe, qu'il ait accès à tout son corps, si on veut. Ouais. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est que le jeune il va pouvoir toucher autre chose. Puis je pense que c'est un petit peu l'erreur qu'on a au Québec. Là. On peut en parler là, vu que tu es là, mais je pense que les parents, ils font du hockey 365 jours par année avec leurs jeunes, 10 ans. Puis finalement, on réalise qu'on développe peut-être pas des athlètes aussi complets qu'on devrait. Puis là, un peu plus loin, tu as peut-être plus... T'as plus la vision là-dessus, mais on en développe moins aussi des Québécois au repêchage des plus hauts niveaux. En tout cas... 100%, mais je pense, pour revenir à ton point, des plus jeunes, des fois, on n'a pas la vision à long terme. C'est tout le temps à court terme. Ouais, le prochain camp, le prochain match, la prochaine saison, il va être bon là. On le disait tantôt, gratification instantanée, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si tu n'aimes pas le vidéo Instagram qui a duré 5 secondes, tu en as 28 millions de plus que tu peux aller voir après ça. Puis OK, là, j'ai trouvé le bon. Le cerveau est construit sur ces bases-là. Tout le cerveau émotionnel aussi, les jeunes sont construits comme ça maintenant. Puis ça va être de pire en pire avec l'intelligence artificielle qui s'en vient. Donc, il faut trouver une façon de pouvoir construire des jeunes. Puis c'est là que le sport intervient, je pense. Là. Tu le dis depuis tantôt, Jess. Il faut revenir à laisser le côté gratification instantanée pour des objectifs long terme, puis des sacrifices, puis de la grind. Puis, tu sais, des fois, il y a tout le temps l'idée, OK, parfait, je vais faire à mon enfant plusieurs sports pour l'amener à être un athlète plus complet. Parfait. Mais, tu sais, regardons l'autre côté de la médaille aussi. Tu sais, au niveau mental, tu sais, c'est tout le temps dans l'objectif de. Mais mentalement, ton kid, là, quand il joue au baseball l'été, là, puis il est shortstop, là, puis il fait des gros jeux, puis il est content, puis il va chercher une camaraderie, puis c'est des expériences de vie, c'est des souvenirs. Mais ça va le faire un meilleur joueur de hockey. Parce que le mec, la saison commence, là, il n'a pas joué toute l'année, il est affamé, ça il tente. Exact. Il n'est pas là parce qu'il doit être là, il est là parce qu'il a envie d'être là. Puis ça, c'est
on le voit tellement avec plein de joueurs qu'à Mané, c'est les meilleurs parce qu'ils sont surtaxés puis en font don. Puis là, à Mané, tout à coup arrive 15, tout à coup arrive 16. Tout à coup, ils rencontrent leur première blonde. Tout à coup, puis il y a d'autres choses qui n'étaient pas acclimatées parce que ça a toujours été du hockey, qui rentrent dans leurs entonnoirs, puis là, ils ne savent pas trop comment gérer ça. Alors que quand tu es un jeune, qui vit sa vie, qui fait d'autres sports, bien là, tu touches à tellement d'autres choses que inconsciemment, on dirait que tu es capable de faire le tri de qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que, c'est souvent, Patrick Mahomes, moi, il faisait plein de sports, puis ça l'amenait avec l'athlète qui était. 100%, ça l'a aidé. Mais mentalement, qu'est-ce que ça a pu aussi avoir comme effet quand il arrivait sur le terrain de football, puis qu'il venait de jouer au basket, puis à la crosse, puis il jouait au football, puis il était content de jouer au football. Ouais. Fait que c'est d'arrêter des fois juste de penser à OK, on va lui faire jouer au baseball cet été parce qu'on entend dire que mains, yeux, coordination, au hockey va être meilleur. Non, il faut que ça tente de le faire. On va jouer au baseball parce qu'il y a envie de jouer au baseball. C'est pour la simple raison, la forme ludique de jouer au baseball. Comme on faisait, t'étais un peu plus jeune, là, mais moi je me souviens à mon époque, c'était. Il y avait pas. Moi, j'étais un sportif, mais mettons mes chums qui étaient moins sportifs, les parents, c'était. Non, tu vas aller jouer avec ta gang de chums, tu vas te faire des amis, puis c'est pas tout le monde que ça leur tentait de faire ça. Mais après ça, tu l'expérimentes, puis tu fais comme wow, c'est vraiment hot, puis là, finalement, tu deviens bon parce que t'aimes ça. Puis c'est ça qui te garde dans ce giron de devenir un athlète, là. C'est quand t'es bon à faire de quoi. Non, mais aussi juste de jouer. Ouais, c'est ça. Juste de jouer, parce que, tu sais, dans le fond, dans mon cas, je jouais au soccer, je jouais au hockey, mais je jouais à tous les autres sports. Tu sais, dans le fond, j'avais du temps dans ma journée parce que je n'étais pas loadé pendant mon été de camp d'entraînement là, quand j'avais 10-12 ans. Là, on jouait à balle, jouait au tennis. Non, là, t'as ton coach de power skating mercredi, puis on s'en va faire des mains vendredi. Puis samedi, il y a peut-être un extra avec Anna Sherbatov. Non, mais tu sais, c'est le cas. C'est le cas, puis tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ça, puis qui vont se sentir, tu sais, peut-être, il me semble que ça ressemble à notre horaire. Puis, écoute, à la fin de l'année, à la fin de la journée, on n'est pas là pour juger personne. Non. Puis, tu sais, les familles vont gérer leur enfant de la façon qu'ils veulent, mais est-ce qu'il y a une façon de faire qui pourrait peut-être être plus saine puis d'aider les joueurs à long terme à être encore meilleurs qu'ils sont aujourd'hui d'un côté de développement, définitivement. Puis je pense qu'une partie de ça aussi, c'est sans rentrer dans tous les détails, c'est de se regarder à l'interne. Parce que oui, il y a plusieurs compagnies ou skill coach externes aussi ou ça, qui donnent des cliniques qui font leurs choses, puis c'est correct, il y a tout le temps, il va y avoir une clientèle pour ça, mais Hockey Québec aussi, là, ils peuvent se dire, écoute, est-il nécessaire cet événement-là à l'été? C'est quoi le message qu'on envoie? Les familles ont des vacances de bouquet, là, finalement, on reçoit le courriel, là, événement à Saint-Hyacinthe, puis sans dire que ça en vaut pas la peine. Encore là, c'est pas ça le débat, mais je dirais, plus qu'on se rapproche des gens qui prennent des décisions, mais puis des gens où les jeunes veulent aller jouer, puis c'est là où la scène est plus élevée, mais peut-être là, on pourrait l'idée par l'exemple. Si Hockey Québec dirait, écoute, sais-tu quoi, pour ces groupes d'âge, on n'en fait pas. On n'en fait pas, on attendra. Ben, on dirait que ça enlève une pression aussi pour tous, de se dire, ben là, à cet âge-là, il faut se préparer, il y a un camp au mois de juillet. Fait que, encore là, j'ai pas envis de me mettre la tête sur le bûcher puis de me faire lancer des flèches par qui que ce soit, mais c'est une vision, je pense, qui est partagée par beaucoup d'intervenants dans le monde du sport. On s'en parle quand on est à l'aréna. Je pense qu'il y a des gens aussi qui commencent à l'entendre et à se rendre compte que peut-être qu'on serait mieux de le faire, mais après ça, c'est de le faire. C'est pas juste en jaser, ça prend des actions, mais je pense qu'on serait gagnant au Québec si on ferait juste comme 10 minutes d'une petite coche puis on mettrait le focus ailleurs que juste sur texter nos... Mais après ça, les parents, ils vont dire, OK, mais là, moi, je décide de retirer mon kid de ça. Il joue Pee-Wee, relève, je sais pas trop les termes, là, mais dans le plus gros niveau de Pee-Wee, puis si tu vas pas au showcase, ben t'es désavantagé. Tu te fais pas voir. Là, le coach de l'équipe, qui fait l'équipe à la fin de l'année, il va prendre un autre kid à la place de ce kid-là. Puis c'est plein de jeunes qui sont juste en dessous du plus haut niveau, puis qui aspirent à monter, comme toi t'expliquais, qui vont grinder en malade, puis qui vont vouloir aller là, puis que s'ils se disent dans leur tête, si moi je vais pas me montrer là, j'ai pas de chance de prendre la place. Tu fais quoi, toi, comme agent? Si tu es à conseiller, par exemple, des parents, ce qui est un peu le but de l'entrevue aujourd'hui, c'est quoi ta façon de voir ça? Ben écoute, on est un peu pris entre l'arbre et l'écorce, dans le sens qu'on comprend cet aspect-là, puis cet aspect-là est réel. Fait que c'est dur d'aller à l'encontre et de dire aux parents, écoute, allez-y pas. À la fin de la journée, si les parents décident de dire, regarde, on n'y va pas pour X raisons, ben là, à ce moment-là, on va dire, écoute, on respecte votre décision, puis on se battra pas avec eux pour leur dire, vous devez être là. Mais après ça, de dire, vous devriez manquer l'événement. Non, puis c'est pas ça le point. Ces événements-là ont lieu, il y a une raison pour.
Hockey Québec est confiant que ça a une valeur ajoutée, ben écoute, si ton jeune est assez bon puis il a l'honneur d'être invité, fin de la journée, tu sais, vas-y. Mais si on pouvait revoir la formule pour éviter ces discussions-là, peut-être, puis ces situations-là où peut-être certains disaient, écoute, mais tu sais, il faut que j'y aille parce que soit la peur de fear of missing out, c'est une opportunité de me faire voir, ou simplement par la peur de je veux m'assurer de demeurer dans un certain entonnoir ou de demeurer avec les meilleurs joueurs possibles. Je pense que ça serait beaucoup plus simple, mais je peux pas jouer. Éventuellement, dans le fond, on en parle. Ce serait le fun d'avoir des fois des conversations avec Hockey Québec, là, à la limite. Voir c'est quoi la vision en arrière. Parce que c'est correct. Moi, s'il y a une vision en arrière puis il y a quelque chose qui a un objectif ou c'est juste de créer un événement pour créer un événement. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui comprend l'intérêt d'être autant de fréquence puis de volume sur une année de hockey. Quand tu parles à n'importe qui est dans le domaine, que ce soit le côté scientifique, le côté mental, quand on parle avec des neuropsychologues ou des gens qui sont dans le milieu, et on le voit, là, les jeunes sont... C'est des zombies, là, ça glace. Puis bon, on s'entend, là, je veux dire, tourner autour des cônes. Là. À un moment donné, quand tu l'as fait 5 fois dans la semaine, il n'y a pas de paramètres aussi pour calculer tu deviens-tu meilleur. C'est ça qui est fou. On s'en parle souvent, moi, Yann. Dans notre domaine, si tu ne démontres pas, exemple, que tes habiletés progressent, bon, on se fait taper ses doigts puis on se le fait dire. Puis tu n'auras pas de succès dans ta carrière, tu n'auras pas de renommée. Mais dans le monde de l'entraînement sur glace ou de ces fameux showcases-là, comment tu détermines si tu as eu plus de buts, tu as eu plus de passes? Non, la personne, il n'y a pas de valeur quantitative pour déterminer, t'as-tu, avec tes 6 sessions que tu as faites cette semaine, as-tu une progression vraiment? Ça reste un jugement. Là, Ce qui est difficile aussi dans des événements comme ça l'été, c'est pas tout le monde qui a les mêmes réalités. Le jeune qui vient de région, ou même tout simplement la famille qui vient d'un plus grand centre, que pour eux, c'est plus ou moins aligné avec leur valeur de faire du sport à l'année, l'été. Mais là, tu as un événement comme ça d'envergure qui est important parce que les jeunes veulent performer, mais là, tu en as qui ont peut-être touché la glace pour les premières fois dans la semaine venant à cet événement-là, puis tu en as d'autres qu'eux autres, sont sur la glace 5 jours semaine. Fait que as-tu réellement un bon échantillonnage de où ce que les joueurs en sont? Je pense que la réponse est non. Puis nous, on l'a vécu aussi à l'interne avec des joueurs avec qui on travaille qui, à ces moments-là, n'ont pas performé. Puis n'ont pas demeuré dans l'évaluation qui en était faite à ce moment-là. Puis avec raison. Peut-être que réellement, ils n'ont pas performé au niveau qu'ils auraient pu pour différents facteurs, mais à un événement à l'été, ils n'ont pas continué dans le processus. Puis c'est bizarre. Après ça, tu regardes en arrière, puis c'est des gars qui ont énormément de succès, qui ont été des choix extrêmement au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est des gars qui sont sur les listes de la centrale NHL. C'est des gars qui vont se faire repêcher dans la Ligue nationale, mais tu sais, à 14 ans, ils ont été pris puis ils ont été mis de côté parce que, tu sais, à ce moment-là, dans l'évaluation, puis encore là, chacun sa trajectoire, mais c'est là de dire, ça, moi, j'ai peut-être... Puis, tu sais, je vais parler au plan personnel, tu sais, je pense qu'il y a de quoi qui pourrait être retravaillé. Peut-être une formule. Dans le fond, c'est de voir, tu l'as parlé tantôt, c'est de voir la vision un peu plus à long terme dans le développement. Tu sais, je veux dire, ça reste quand même que c'est le moment présent. Là. Hop, on fait ça, tel âge. Finalement, c'est d'être bon à cet âge-là. Et non être bon quand ça compte vraiment 15, 16, 17, 18 ans. Tu sais, c'est là les grosses années et après. Là, c'est pour ça que nous autres, on en parle souvent. Puis c'est drôle que on est allé dans cette direction-là aujourd'hui. C'est le fun. C'est que, dans le fond, c'est je trouve qu'au Québec, puis là, je mets le Canada aussi, mais plus au Québec parce qu'on c'est dans notre face. Là. On n'a vraiment pas la vision du développement sur le long terme. On l'a vraiment sur le court terme. Puis je pense que ça nous nuit grandement sur nos draft picks, nos choix au repêchage. Parce qu'en réalité, c'est un peu ça. Là, tu es capable de calculer le succès qu'on a par les choix au repêchage qu'on a quand les joueurs ont 17-18 ans. Puis on en a de moins en moins. On en a de moins en moins. Puis on l'a vu, même le Team Canada présentement, il y a un Québécois. C'est un gardien de but qui joue pas. Team Canada Junior, il y en avait 2. Puis là, il faut quand même se poser des questions. Là, on est là, on se pose des questions, on n'a pas une réponse officiellement. Non, exact. On aimerait ça pour faire partie du processus peut-être de comité. Là, on en parle des fois. Là. J'aimerais ça qu'il y ait un comité un peu plus loin qui pense un peu plus loin. Mais là, encore là, c'est peut-être que je fais juste rêver puis c'est pas grave. Là. J'ai le droit de rêver. J'ai toujours été un rêveur. Donc, mais... Visualise-le, man. Je vais visualiser, c'est sûr, parce que je me dis, à quelque part, c'est quoi que la vision... C'est quoi présentement? Comment qu'on pense? Comment qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit juste court terme? Est-ce que c'est juste monétaire? Est-ce que c'est juste
Si on prend de l'argent. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à un objectif monétaire parce que c'est devenu ça aussi. Tu as des gens qui ont trop investi puis qui ont trop mis tous les œufs dans le même panier, puis c'est une game business maintenant. Tout le monde essaie de tirer la couverte, puis peu importe les intervenants qui s'en vont faire ce job-là, d'essayer de changer les choses, finissent tous par sortir. Tu sais, Jocelyn Thibault, l'autre qui était avant là, c'est pas mal tous les mêmes commentaires qu'on reçoit, puis ils peuvent pas le dire en public. Mais quand tu restes là 1 an puis tu t'en vas, c'est parce que t'as pas été capable de changer. Tu peux pas amener tes idées, finalement. Il y a des freins partout. Mais à un moment donné, c'est que je pense que ça va sauter. Puis on est en train de le vivre présentement. Là, quand on sera plus le pays ou la province dominante, là, puis à chaque année, c'est de pire en pire. Nous autres, on le voit parce qu'on est dans le développement moteur. Donc, c'est facile scientifiquement de faire un comparatif entre le jour 1 que tu as commencé ta carrière il y a 15 ans, puis de regarder aujourd'hui le type de qualité d'humain que tu as dans tes mains. Même limite, j'ai un zone sportif à Beauharnois. Je vais nommer son nom, Francis Tuchette, qui était mon premier stagiaire que j'ai pris à l'époque. Puis j'ai eu une conversation avec lui il y a quelques mois, puis il me dit, moi, je capote, il dit, j'ai quasiment le goût de plus entraîner joueur de hockey. Je dis, voyons, non, Frank, t'as toujours fait ça. Puis il était préparateur physique pour des équipes. Ils sont plus capables de rien faire dans le gym. Il dit, non, mais les joueurs sont plus capables de squatter, ils sont plus capables de. Il dit, j'en ai plein qui sont pas. Je peux même pas, ils ont tous des enjeux. Ils ont tous des enjeux. Je pourrais leur faire des squats, je pourrais faire de l'entraînement conventionnel. Je fais juste de la pre-ab ou de la rehab avec eux. Ils sont tous maganés. Je dis, ça va, OK. Je l'avais pas vu sous ce sens-là. C'est sûr qu'est-ce qu'on fait en posturo, des fois on les ramène plus calibrés avant de commencer, fait qu'on a déjà un peu plus d'accès sur leur mouvement, mais c'est quand même c'est à se poser des questions. Ah ouais, ben c'est pour ça qu'on est là. Mais là, on va revenir à nos moutons. Raconte-nous, mettons, ta job, toi, avec, quand vous prenez des joueurs à partir de Bantam, etc., ta job avec ces joueurs-là, les parents, j'imagine qu'il y a un enjeu aussi parents, coaching et enseignement. Mettre en confiance. Et après ça, ben là, quand ils sont rendus professionnels, j'imagine que ça devient un autre game. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi la job que tu fais à ce moment-là. Ben, je te dirais honnêtement, que ce soit à 14 ans ou que ce soit à 25 ans, ça se ressemble beaucoup. Okay. Au niveau du corps et des valeurs qu'il faut avoir, je pense, en tant qu'agent pour avoir un certain succès. Ouais. Nous autres, c'est beaucoup d'éduquer, d'enseigner, d'accompagner. C'est toutes des choses qui viennent. Puis, oui, à un jeune âge, ben, c'est le jeune joueur et ses parents. Parce qu'encore là, comme j'ai dit plus tôt, c'est rare que les parents ont la chance de le vivre avec 2 ou 3 enfants qui jouent à un sport d'élite puis que ce soit le hockey. Fait que souvent, ils en ont juste un. Puis, pour eux, ben, ils vont tous vivre ça pour une première fois. Puis, c'est émotif en tant que parent. C'est sûr et certain que tu vas avoir un regard peut-être un petit peu plus biaisé par rapport à certaines situations que nous qui est de l'extérieur, qui le vit à tous les ans. Un repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, un repêchage de la Ligue nationale, on est chanceux. On le vit à tous les ans avec des personnalités différentes, avec des joueurs différents, avec des situations différentes. Fait que, ça nous amène à avoir une expérience quand on voit certaines choses se passer au courant d'une saison, mais de peut-être pas avoir la même rapidité à aller toucher le bouton panique. Fait que c'est là où les parents, les jeunes athlètes, c'est juste d'être là pour eux dans ce processus-là. Après ça, oui, il y a une partie de développement qui est extrêmement importante. L'entraîneur qui est là avec ces joueurs-là pendant la saison, ben, il y a un concept d'équipe aussi à travailler. Il ne peut pas peut-être mettre le même accent sur un joueur, étant donné qu'il y en a 23 autres aussi à s'occuper. Fait que nous, on essaye d'amener un côté développement où si on voit des tendances dans le jeu d'un joueur, quand là, on n'essaye pas de coacher, on est hyper respectueux que le coach, les X, les O, ça lui appartient. Mais s'il y a des choses qui reviennent beaucoup dans la façon de jouer d'un joueur, hey, écoute, as-tu pensé à ça? On prend une séquence vidéo, on lui montre, on travaille avec lui pour encore là essayer d'en faire une meilleure version. Ajouter la valeur. De cette façon-là. Les parents dans tout ça, comme j'ai dit, ils en font partie. Ils en font partie quand le joueur a 13, 14, 15, 16 ans. C'est important qu'il est au courant de ce qui se passe. Puis on veut les mettre aussi au courant dans tout ça parce qu'eux, ils ont un investissement émotionnel. Puis, non, mais généralement, à cet âge-là, les décisions se prennent en famille un peu. Là, 100%, si on réfère à que ce soit un préparateur mental ou si on réfère à quelqu'un qu'on a extrêmement confiance, puis il y a un coût associé à tout ça, mais les parents doivent être au courant parce que ça reste que c'est pas l'athlète à cet âge-là qui va absorber ces coups-là ou qui va s'en occuper. Puis au fur et à mesure que le joueur vieillit, puis approfondit sa carrière, mais là, oui, la relation va continuer
Les parents vont toujours en faire partie, mais là, ça va devenir de plus en plus avec l'athlète, étant donné qu'il devient plus vieux, comprend certaines choses, mature, puis il prend ses propres décisions, mais la job ne devient pas différente. C'est l'humain avant tout. Moi, quand je suis rentré dans ce milieu-là, puis ça va beaucoup avec les valeurs de la compagnie, chez Quartex, puis Philippe Lecavalier qui m'a embauché à l'époque, comme on voyait les choses de la même façon, mais c'est l'humain avant tout. Tout ça, là, même si c'est des gros noms, des gros contrats, de la grosse argent, une grosse business, c'est un humain avant tout. Lui, il a ses problèmes à la maison, il a ses beaux moments à la maison, il y a des enfants, il y a plein de situations. Fait que moi, je vois pas ça différent entre 14 ans ou un athlète qui joue dans la Ligue nationale, mais plus tard dans le processus, il y a un côté, oui, plus business qui fait apparition par rapport à, mais là, tu vas chercher le pouls auprès des équipes. Il y a un repêchage junior, il y a un repêchage à la Ligue nationale. Là, tu essaies d'aller chercher certaines informations qui vont te permettre d'aider ton joueur à peut-être être dans les meilleures situations possibles dans ces moments-là. Puis après ça, là, quand les gars sont juniors, puis il y a le repêchage de la Ligue nationale qui approche, c'est les mêmes choses, mais il y a d'autres choses qui rentrent à tout ça. Là, un coup que les gars sont repêchés, il y a une négociation de contrat qui peut venir à un certain moment ou qui va venir selon le joueur. Puis là, c'est important encore là d'éduquer, d'accompagner autant le joueur que la famille. Parce que les joueurs ils ont souvent 18, 19 ans quand il y a le temps de signer. Fait que c'est des gros montants, des grosses décisions. Puis nous, on veut s'assurer qu'autant que les parents, que le joueur comprenne qu'est-ce qu'ils font. On conseille. La décision leur demeure à eux après ça, s'ils veulent prendre l'entente, s'ils veulent le faire tout de suite, s'ils veulent attendre. Mais ils savent à quoi s'en est. Fait que comme ça, plus tard, il n'y a pas de moment où on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui s'est passé ou on ne comprenait pas beaucoup. Fait que ça revient encore à l'humain. Après ça, point de vue business, une négociation, c'est tel que tel. C'est ça, mais ça qui m'intéresse, c'est vous autres, vous êtes quand même un groupe, hein? Vous avez j'imagine, vous avez quand même des tâches différentes dans Quartex. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Nous, au Québec, c'est moi, Philippe Lecavalier puis Dominique Couture. On travaille vraiment en trio. En trio, OK. C'est une équipe. Phil, avec 24 ans d'expérience, je ne peux pas lui enlever. Je te dirais, moi, j'aime dire que c'est lui qui a les deux mains sur le volant d'une certaine façon. Là, l'expérience qu'il a, ça ne s'achète pas. Puis il le fait c'est l'agent négociateur. C'est ça, c'est lui qui va négocier le contrat parce qu'en même temps, j'imagine même les directeurs gérants le connaissent un peu plus aussi. Exact. Pour le moment, c'est tout ce qui va être contractuel, c'est Phil qui s'en occupe. Je suis chanceux, il me prend beaucoup sous son aile. Fait que, tout ce qui est contrat ou information qui est importante de savoir, il la partage avec moi beaucoup aussi parce que je suis très proche de certains joueurs, puis il y a des joueurs que j'ai aidé à recruter. Fait que, là, maintenant, ces gars-là arrivent dans l'entonnoir. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Mais encore là, tout ce qui est conseil de 14 ans, aller jusque dans le pro, mais Phil en fait partie, Dom en fait partie, puis on a toute la même vision. C'est ce qui fait en sorte que le message est similaire, que ce soit Phil qui voit un joueur, moi ou Dom. Mais si je réponds bien à ta question, c'est vraiment... C'est ça, vous travaillez comme en équipe. Phil, vu que c'est lui qui est plus vieux de la gang, qui a plus d'expérience, s'occupe plus de la partie contractuelle avec les négociations quand on est rendu là. Sinon, côté suivi joueur, vous partagez... Tout le monde. Tout le monde. Phil va prendre le téléphone aussi, appeler certains des joueurs de temps en temps, savoir comment ça va. Je vais le faire de mon côté. Des fois, on peut être les deux à appeler un joueur dans la même journée, puis après ça, on se parle le soir. Puis j'ai parlé avec X. Puis moi aussi, j'ai parlé. Tous les jours, puis ça, je pense qu'il fait aussi la force de notre groupe, on est tout le temps en train de se poser la question, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment notre joueur va. Fait que des fois, c'est moi qui va prendre les devants, des fois, c'est Phil qui va prendre les devants, des fois, c'est Dom qui va prendre les devants. Mais ça fait en sorte que j'aime croire, puis je pense que c'est le cas, nos joueurs sentent qu'ils ont un support, sentent qu'on est là, puis c'est pas qu'il y a une équipe, c'est pas juste une question de t'es un gros joueur qui fait des gros sous, non, on essaie de vraiment d'apporter le même soutien et la même énergie à tous nos joueurs avec qui on travaille. Certaines situations vont différer, c'est sûr et certain. On essaie d'être présent autant qu'on peut pour nos joueurs. Je posais cette question-là parce que j'ai eu la chance, on travaille avec un joueur commun, là, je t'ai vu à plusieurs parties justement de Caleb Desnoyers, que je suis allé voir quand même quelques parties cette année, puis que j'ai eu la chance de travailler avec lui cet été, que j'en parle souvent, que c'était un athlète vraiment le fun à travailler avec parce que on dirait qu'il est toujours il en veut toujours plus, puis il est là, il est 100% à chaque moment qu'il vient dans le gym. Moi, c'est même que je l'ai connu dans le gym. Puis avec son le fun de vivre aussi. C'est comme, mettons, le coach à Moncton, il dit c'est un bon athlète, mais c'est surtout un humain exceptionnel. Puis je trouvais que ça fitait vraiment avec qui Caleb. Puis là, ça doit être full excitant pour toi parce que je pense que c'est toi qui l'as amené avec Quartex, qui a réussi à le recruter, si on peut dire ça comme ça. Puis là, dans le fond, vous allez comme vivre de quoi de vraiment, vraiment hot au prochain repêchage. Il n'y aura pas de changement drastique. Là. Présentement, je pense qu'il est 6e ou 7e sur la centrale. Puis beaucoup d'équipes le voient comme
dans les 5 premiers. Fait que là, comment que toi, tu vois ça là, de ton côté, de cette partie-là? C'est quelque chose qui t'excite, tu sortes au repêchage déjà? C'est sûr que c'est excitant. Puis, tu sais, je te dirais, c'est là que ça revient où ce que, personnellement, je pense qu'on a le meilleur job ou le meilleur travail au monde. Travailler avec des athlètes comme Caleb, puis, tu sais, il y en a plusieurs autres aussi, tu sais, pour pas toutes les nommer, mais ça rend ça pas un travail. Tu l'as dit, tu le vis aussi avec lui au travers de ses séances de gym à l'été. Puis il y a Caleb, mais il y a aussi Elliott qui n'est pas dénié. Caleb est beaucoup killé à cause d'Elliott aussi, parce qu'Elliott a passé par ses... C'est son grand frère, mais c'est aussi une forme de mentor pour lui. 100%. Même côté attitude aussi. Les deux sont super proches, ils se poussent l'un l'autre. Des fois. Ouais, parce que Caleb, il y a une énergie contagieuse. Ouais, c'est ça, tu ne peux pas y enlever, mais son frère, il veut la remettre pour faire sa place. Mais je pense que c'est ça aussi qui le rend spécial. J'ai hâte de voir comment les choses vont se passer. Cette année, il y a une super saison. Ça part du jour 1. Il n'y a pas le succès qu'il y a présentement parce que ça donne comme ça. Puis il est super bon. Tous les étés, il a mis les efforts. Je pense à, pour les gens qui écoutent, on parle de Caleb, mais ça revient au détail. J'avais été le voir s'entraîner chez vous cet été, puis toujours m'en rappeler, puis ça va rester avec moi. Lui et Elliott, une compétition de sauter par-dessus les haies. Puis c'est la haie avec la corde que tu peux monter comme tu veux. Puis Elliott est plus vieux, plus d'expérience. Demeure qu'il y a une certaine puissance. Puis les deux se challenge. Puis tu vois dans les yeux à Caleb qu'il veut battre son frère. Puis à un moment donné, Elliott saute à une certaine grandeur. Puis écoute, c'est en fin d'entraînement. Là. Les gars sont gazés, sont fatigués. N'importe qui dit « Regarde, je m'en vais. » Puis Caleb, lui, il a dit... En théorie, j'aurais dû les arrêter parce que si je calculais le volume comme il faut, il était plus dedans. Mais quand même, des gars de même sont durs. C'est parce que des gars de même, c'est dur à arrêter aussi. C'est ça, parce que tu peux pas les arrêter. J'ai conscience de ça. On manage d'une autre façon par la suite le reste. Je pars pas d'ici tant que je le bats pas. Puis moi, j'ai répondu, je pars pas d'ici tant que ça arrive pas. Parce que je savais qu'il allait trouver une façon de... Puis écoute, je pense que c'est quasiment une demi-heure plus tard, prenait des breaks entre les coups, mais quand il a réussi à le faire, il a dit parfait, on peut y aller. Mais tu sais, un gars de même se met pas dans la position qu'il est aujourd'hui s'il n'y a pas ce mindset-là. Fait que tu sais, c'est... Mais tu sais, oui, à ton point, c'est un athlète extraordinaire, mais l'humain avant tout, pour moi, c'est... Écoute, énergie contagieuse, il sait ce qu'il fait, il est présent. C'est une autre chose. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont de la difficulté à être présents. On est souvent ailleurs, on se voit dans le futur. Lui, quand il est à quelque part, il est là. Puis il s'organise pour compétitionner la meilleure version qu'il peut être. Puis c'est un des bons exemples. Puis c'est le fun parce que ça peut être documenté, mais au Prospect Challenge qu'il y a eu à London et à Oshawa, tu le voyais le matin, ça a l'air avec Misa, puis les autres top prospects, puis Caleb, pas une seconde, pensait que non, je suis en charge, puis il était voir ces gars-là, puis il a dit asseoir sur le powerplay. Je vais curler, place ta palette là, puis on va faire le jeu. Puis ça, c'est 12 heures avant le match. Ah, exact. On avait parlé, je pense, de ça. On avait parlé on le voit la séquence, puis on voit la même séquence de la game, c'est exactement le jeu qu'il avait callé. C'est lui qui avait dirigé, qui avait pris le contrôle. C'est pas de la chance. Encore là, il l'a vu, il était présent dans le moment, il a pris contrôle, puis il a juste exécuté. Fait que non, écoute, super saison jusqu'à présent. On va lui souhaiter que ça. Pour toi, ça doit être quand même, ça doit être excitant, là, parce que, comme je disais, c'est comme un. Je ne vais pas dire c'est ton bébé, mais c'est quand même toi qui as réussi à l'amener dans l'agence Cortex, qui a réussi à le recruter parce qu'il a fait confiance à toi, puis pas que. Phil, les partenaires et tout, sûrement qu'il est content, puis ça a dû peser dans l'équation, mais c'est quand même, j'imagine, comme je disais, pour toi, c'est quand même gratifiant, puis de voir ça doit être excitant là, pour le prochain repêchage qui s'en vient. 100%, puis tu sais, ça a vraiment été fait en équipe par contre. Oui, Caleb, la vie a fait en sorte que, tu sais, on s'est croisés dans un aréna junior majeur. Après ça, on a échangé un petit peu. Puis ça a été un long processus. Mais, tu sais, je pense aussi que ce soit Caleb ou son frère ou toute la famille, tu sais, qu'est-ce qui les a amenés à prendre la décision, c'était le côté humain. La confiance. Puis aussi la confiance en notre groupe. Ça donne que moi, je suis quand même proche de la famille aussi. Là, j'ai Simon, qui est leur oncle, j'ai joué avec lui junior majeur. Le père, j'ai joué avec lui aussi dans la Ligue nord-américaine. Donc, j'y connaissais bien. Puis c'était surtout ça, eux autres, qui m'ont mentionné quand ils ont fait. Ils disent qu'on va faire un switch ou un changement d'agence. C'était surtout parce que le côté confiance. Puis le côté humain qu'ils ont aimé. Fait que je pense que c'est primordial aussi dans ce domaine-là. Là, c'est bien beau. Je pense que c'est bien beau avoir des gros noms, d'avoir négocié des gros contrats dans le passé, mais ça reste que chaque relation est unique en soi. Donc, on doit la gérer de cette façon-là. Puis ça revient encore à mon point du départ, l'humain avant tout.
si on recule la situation, tu sais, puis on rentre dans les détails, là, mais tu sais, le moment où que Caleb et moi, pour la première fois, on s'est parlé dans l'aréna à Rimouski. Un match de hockey junior majeur à Rimouski, tu sais, on travaille, mais tu sais, par la bande aussi, je travaille avec Quentin Miller, qui est repêché par le Canadien, puis lui, il jouait pour les Remparts de Québec, il venait de se faire transiger à Rimouski. Puis tu sais, dans notre milieu, souvent, on va voir les gars sur la route, mais tu sais, un petit 2-3 minutes sur le bord de l'autobus, tu sais, ça le fait, mais tu sais, on sent pas que c'est toujours de cette façon-là que tu vas aller chercher le plus de valeur dans tes discussions. Puis on veut des moments de qualité avec nos joueurs. Fait que j'avais dit à Quentin, je dis écoute, mec, t'arrives à Rimouski, tu essaies de placer ta pension, tout ça, puis je vais venir te voir. Monter là-bas, partir de Montréal, aller te voir Rimouski, on se prend ensemble, puis tu sais, mec, la poussière serait descendue, c'était la première fois qu'il se faisait changer de son bar. Aller voir comment l'humain va. Ouais. Puis dans ce processus-là, ben, eux autres, Moncton était sur un road trip au Québec, puis Phil avait pris un match à Blainville, Dom avait pris un match à Victo, parce qu'on avait Sean Carrier sur l'équipe aussi, qui est un client. Puis moi, ce match-là à Rimouski, Caleb a vu quand même des visages familiers tout au long de la semaine du voyage. Puis quand je suis arrivé à Rimouski pour aller voir Quentin, parce que l'humain est important, puis je voulais passer du temps avec lui, ben Caleb jouait pas. Puis moi, j'étais massé avec la famille à Chante, parce qu'encore là, c'est un joueur qu'on adore puis qu'on est proche. Fait que les parents par la bande, ben, on crée des relations. Fait que je vais masser avec les parents à Chante, puis Caleb il est là. Mais puis il jouait pas parce qu'il était blessé. Mais cette journée-là, cette discussion-là, elle arrive pas si en premier lieu, je suis pas à Rimouski parce qu'on s'occupe de nos joueurs, puis on fait les choses de la bonne façon, puis s'il est pas blessé. Exact. Fait que là, c'est là qu'après ça, on a jasé. Je pense que les deux, on a senti un certain fit, une connexion, puis on a approfondi ça. Après ça, ça a pris le temps qu'il fallait, puis on a essayé de faire ça dans le plus grand respect des choses, puis aussi c'est selon son timeline, tout ça. Mais écoute, il n'y a pas une journée que je suis pas reconnaissant que autant lui puis son frère Elliott ont pris la décision de nous rejoindre, puis les parents, écoute, c'est des gens extraordinaires avec qui ils travaillent aussi. Je pense qu'Elliott aussi avait une grosse part de la décision là-dedans. Là, Caleb, présentement, il se fie beaucoup à son grand frère, comme tu disais. C'est sa référence, c'est son modèle pas mal. Ce que je l'appelle des fois. Tu sais, Elliott, c'est un peu comme Monsieur Sérieux. Hein? Il est full sérieux. Puis on l'a vu au Combine, parce Gab, on travaille ensemble quand on fait le Combine à chaque année. Puis le Combine, c'est une journée d'évaluation tant sur glace que dans le gym et tout. Puis, ben, on a vu que c'est deux personnalités complètement différentes, même si ils ont vraiment une belle chimie entre eux. Là. Caleb était déjà, il posait un petit cœur d'enfant. Là, Fait que c'est ça, faut pas qu'il perde ça. C'est sûr que dans la vie, tu grandis, tu vieillis, tu viens plus mature, mais je pense que il y en a qui, en tant que joueur, qui voudraient, pas qui voudraient, mais qui disent peut-être faire attention à son attitude. Mais non, mais c'est ça qu'il fait, c'est une forme de dire cocky, mais un bon cocky. Je pense qu'il y a une façon de le décrire, puis il est Caleb. C'est Daisy, son surnom. Là. Daisy, c'est Daisy. Je pense qu'il marche cette ligne très mince là, de justement, entre des fois l'arrogance puis la confiance, mais il est droit dessus, puis jusqu'à date, ça lui amène beaucoup de succès. Là, mais... ouais. Sans dire, sans mentionner toutes les équipes qui vous ont déjà contacté, probablement, ils doivent ça doit sonner pas mal pour des infos sur. Ouais, ben écoute, présentement avec la saison qu'il y a, puis avec les listes qui sortent, je pas de misère à dire que toutes les équipes ont un intérêt pour Caleb. Ça fait du sens. Il y a une super saison, là, mais écoute, encore beaucoup de hockey à jouer. Il en est conscient. Je pense qu'eux autres, exactement, l'objectif à Moncton est clair, net et précis. C'est de se rendre au 1er juin. Puis je suis convaincu que lui, de son bord, Caleb va tout faire en son possible pour essayer d'aider. C'est quand même impressionnant qu'ils ont comme mis le leader de l'attaque sur un jeune de 17 ans. Ça montre toute sa maturité en même temps, puis ses habiletés. Là, ils l'ont mis le centre numéro 1. Puis ils ont fait des petits moves, des échanges plus défensifs pour s'améliorer défensivement, puis dire OK, c'est OK. Un goaler. Un goaler. Là-dessus, c'est Gab qui s'occupe de ça. Rudy. Ouais. Les deux jouent ensemble maintenant. C'est un scénario intéressant. Là. Ouais. Fait que, en fond, ils ont renforcé leur défensive en disant il y a une charge de l'attaque, on va s'arranger avec ça. En gros, ils n'ont peut-être pas dit ça de même, mais je trouve que ça ressemblait à ça. Fait que je trouve que ça montrait la preuve de confiance en leur leadership en partant. Ouais. Non, c'est excitant. Puis, oui, d'un point de vue, après ça, peut-être plus égoïste pratiquement, de vivre ça au travers de lui. Je suis quand même le joueur aussi qui a eu une époque où je voulais atteindre ces choses-là, ces objectifs-là. Puis, maintenant,
qu'on puisse le vivre, puis moi personnellement que je puisse le vivre au travers de que ce soit de Caleb aussi ou nos autres joueurs avec lesquels on travaille, c'est gratifiant parce que tu les vois mettre autant d'énergie dans leur sport, autant d'efforts, autant de sacrifices, puis quand ça peut pour le moment, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à accomplir, mais pour le moment, quand ils sentent que, en réalité, ça se fait reconnaître, de plus en plus, les gens parlent d'eux, puis que ça peut vraiment se concrétiser, de potentiellement être un choix de première ronde, etc., ben, c'est le fun à voir. C'est le fun à voir, puis ça fait juste prouver encore, on parlait de mindset plus tôt, puis d'être be intentional, ben, ça marche, ça fonctionne, puis tous ces joueurs-là, que ce soit lui ou d'autres avec lesquels on travaille, je prends Bill Zonen, qui a une super saison aussi de son bord, ben, Bill ne vient pas d'un milieu traditionnel hockey où il a eu aussi son comment dire, il a fait beaucoup de sacrifices pour se rendre où ce qu'il en est, puis lui aussi présentement il a une super saison, il est dans le top 5 de la ligue. Tarouin, hein? Ouais, Tarouin-Noranda, puis écoute, il commence à gratter le dos, je pense aussi, de beaucoup de recruteurs par sa façon de jouer. Fait que, mais il y en a plusieurs, on ne peut pas encore les nommer, on est super reconnaissants. On a parlé de Caleb parce qu'on le connaît, connaît directement, fait que personnellement, mais non, j'ai hâte de voir ça, ce repêchage-là. C'est sûr que en tant que partisan du Canadien, on était quasiment déçus que le Canadien se mette à gagner autant. Je dis, ça enlève des chances de le drafter, on ne sait jamais. Il y aurait une bonne personnalité pour être à Montréal aussi. On parle souvent, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Québécois top joueurs à Montréal. Puis il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas tant ce spot-là parce qu'il y a plus de pression, mais je pense qu'à là, il y a la personnalité qui serait capable de le prendre. Écoute, c'est une question que je vais lui laisser répondre, mais d'après moi... on va le savoir. S'il y avait la chance là, de jouer pour le Canadien un jour, je pense que ça serait le genre de personnalité en effet qui serait il serait super fier de représenter notre province. Puis, il l'a démontré aussi, je pense que c'est l'année passée au U18 à Edmonton. Ou les U18 en Finlande, un des deux tournois, il chantait l'hymne national en français. C'est celle à Edmonton. Fait que, c'est quelqu'un qui est très fier de ce qui vient. Fait que, ça va être intéressant de voir la suite, mais encore là, comme je dis, beaucoup de hockey à jouer, il en est conscient, puis je suis sûr qu'il va juste continuer à nous montrer l'ampleur de son talent les prochaines semaines, prochains mois. Puis on va lui souhaiter que ça se finisse avec une Coupe Memorial. Je sais que c'est son objectif. Hey, thank you, Jesse. Un gros merci. Intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous autres.